La Banque centrale européenne a un mandat dans le traité de Maastricht et qui est de limiter le taux d'inflation de la zone euro en dessous de 2%. C'est ce que j'appelle le mandat explicite parce qu'il est écrit. Et puis il y a un deuxième mandat que j'appelle le mandat implicite parce qu'il n'est pas écrit et que M. Draghi, le 21 juillet 2012, a rendu explicite. Ce deuxième mandat, c'est que la Banque centrale européenne doit tout faire pour maintenir l'euro, pour empêcher l'éclatement de l'euro. Voilà. Alors, ce qui se passe depuis 10 ans, on va le voir, c'est justement que les deux objectifs deviennent de plus en plus contradictoires. D'abord et avant toute chose, il faut savoir, je l'ai déjà dit, je l'ai dit dans des conférences, j'y reviens, l'euro n'est pas une monnaie unique. Ça n'est pas une monnaie unique. Ça n'est pas une monnaie unique. Ça n'est pas une monnaie unique. On parle toujours de la monnaie unique européenne, c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Parce que pour que ce soit vrai, il faudrait que toutes les banques centrales nationales des 19 pays de la zone euro aient été supprimées, qu'il n'y ait plus que la Banque centrale européenne et que toutes les créances, tous les billets de banque qu'on a en euros ou les chèques que l'on fait en euros soient tous en fait des créances sur la Banque centrale européenne. Là, on pourrait parler d'une monnaie unique. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les pays d'Europe ne sont pas identiques. Il se passe que les pays du sud de l'Europe, les pays méditerranéens, n'ont pas une gestion aussi rigoureuse que celle des Néerlandais ou des Allemands. Et ça n'est pas nouveau, ça fait depuis des décennies, on pourrait même dire depuis des siècles. On touche là du doigt quelque chose que ne comprennent pas les européistes, qu'ils ne veulent pas comprendre, qu'ils ne veulent pas intégrer dans leur cerveau, c'est que les Allemands et les Néerlandais ne sont pas des Italiens ou des Grecs ou des Français ou des Espagnols. Et que donc leur rapport comment dirais-je, à l'appropriation de la valeur ajoutée, les luttes sociales, les luttes syndicales, le consensus social, le tissu industriel, le tissu économique, le tissu agricole ne sont pas les mêmes selon les pays. Bon. Le résultat de course, c'est que, normalement, il devrait avoir, avec une monnaie unique, on devrait avoir un taux d'intérêt unique. Si on s'endette sur 10 ans, on devrait payer la même chose, puisqu'on est remboursé dans la même monnaie qui est échangée au taux de 1 pour 1, on devrait payer le même taux d'intérêt. Ce n'est pas le cas. Et pourquoi cela ? Le taux d'intérêt exigé par les marchés financiers lorsqu'un État émet une obligation correspond à 3 risques. Le premier, c'est un risque dit de liquidité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez 1 000 €, que vous les prêtez, fût-ce par exemple pour acheter une obligation de l'État français, par exemple dans les SICAV ou dans des OPCVM, comme on dit maintenant, eh bien ces 1 000 € quand vous les avez prêtés, vous ne les avez plus pour vous. Donc c'est une privation qui peut vous poser des difficultés si 6 mois après vous avez besoin de ces 1 000 €. A fortiori si c'est 10 000 ou 100 000 €. Donc ça se rémunère parce que vous vous privez de la jouissance d'une somme d'argent dont vous ne disposez plus puisque vous l'avez prêté à quelqu'un d'autre. Ça s'appelle le risque de liquidité. Le deuxième risque, c'est ce que l'on appelle le risque de solvabilité. C'est-à-dire que lorsque vous prêtez à une entité, à une société, à un État, eh bien vous ne prêtez pas. Vous devez tenir compte de la capacité de la société ou de l'État à vous rembourser. Et a priori donc, si vous avez plus de crainte sur tel ou tel organisme, vous allez facturer plus cher. Et le troisième risque, c'est ce que l'on appelle le risque de convertibilité. C'est là que Draghi avait fait scandale, c'est qu'il avait évoqué ce qui est absolument... on n'a pas le droit de parler, c'est l'hypothèse que vous prêtez de l'argent aujourd'hui, mais que dans 10 ans, on vous rembourse dans une autre monnaie. C'est-à-dire que l'euro n'existe plus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si nous avions une monnaie unique, en tout cas telle que c'est perçu par les personnalités extérieures, si vous y réfléchissez bien, le risque de liquidité est le même que vous prêtiez à l'Allemagne ou à l'Italie ou à la France, puisque c'est de l'argent que vous prêtez à quelqu'un, c'est pour rémunérer le fait que vous êtes privé de cette somme. Le risque de solvabilité devrait pas être très différent parce que on n'imagine pas vraiment, pour l'instant du moins, que l'Italie, par exemple, fasse défaut, alors que l'Allemagne ne ferait pas défaut. Fasse défaut, c'est-à-dire ne paye pas ses dettes. Donc, a priori, le risque de solvabilité quand on prête à un grand État, comme par exemple à la France ou par rapport à l'Allemagne, il n'y a pas grand risque.
Donc normalement, il ne devrait pas être différent. Et enfin, le risque de convertibilité. Si les gens croient dans la zone euro, s'ils pensent, comme l'avait dit M. Draghi il y a 10 ans jour pour jour, que l'euro est irréversible, à partir du moment où vous avez cette monnaie qui est la même en Allemagne, en Italie, etc., qui en fait n'est pas la même, je l'ai dit, ce sont des créances sur des banques centrales différentes, mais qui sont liées par ce que l'on appelle un PEG, c'est-à-dire un lien de convertibilité automatique de 1 pour 1, a priori, donc, vous devriez accepter à peu près les mêmes taux d'intérêt. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du fonctionnement de l'euro, eh bien, ce système a fonctionné. C'est-à-dire que les taux d'intérêt demandés par les marchés financiers selon les différents États de la zone euro étaient remarquablement proches. Par exemple, en 2007, avant l'arrivée de la crise des subprimes, les marchés financiers demandaient une rémunération de 4% pour une obligation à 10 ans sur l'Allemagne et de 4,25% pour une obligation à 10 ans sur la Grèce. Alors, c'était pas exactement identique, mais c'était vraiment très très proche. Puisqu'à l'époque, depuis 1999, l'arrivée de l'euro sur le marché interbancaire et depuis 2002, l'arrivée de l'euro sous forme fiduciaire de pièces et de monnaies, eh bien les marchés financiers, si l'on peut dire, ils achetaient le narratif. Ils achetaient l'euro, la crédibilité de l'euro, qui était une monnaie qui était considérée comme étant une monnaie unique, en tout cas présentée comme telle. C'est la raison pour laquelle ils prêtaient à peu près au même taux d'intérêt à la Grèce ou à l'Allemagne. Et puis est intervenue la crise des subprimes, suivie ensuite par la crise de la dette en Grèce. Et les marchés financiers se sont rendus compte que ce qu'on leur avait raconté, c'était des salades. C'est-à-dire qu'ils se sont renseignés, ils ont découvert ce que je viens de vous dire préalablement, c'est qu'il n'y a pas de monnaie unique européenne, il n'y a pas de monnaie unique européenne, il y a des monnaies nationales qui sont des créances sur des banques centrales différentes. Et donc à partir de ce moment-là, les marchés financiers ont commencé à se dire « mais si tout cet édifice s'écroule, si je prête à la Grèce à 10 ans, dans 10 ans on va me donner non plus de l'euro, mais si l'euro a explosé entre-temps, on me donnera de la drachme grecque qui ne vaudra plus grand-chose. Donc je vais demander des taux d'intérêt nettement plus importants. » Alors ça, c'est absolument fondamental à comprendre. C'est que les marchés financiers demandent des taux d'intérêt aux États qui ne correspondent pas nécessairement au taux d'inflation. Dans l'esprit public, on imagine par exemple que si un pays a plus d'inflation dans un pays, il est normal de demander un taux d'intérêt supérieur. Or, on constate que ça n'est pas le cas. Je prends par exemple l'exemple tout à fait contemporain. En mai 2022, le taux d'inflation en France était de 5,2%. En Allemagne, il était de 7,9. En glissement, comme on dit, sur 12 mois. Ça veut dire que le taux d'inflation en Allemagne était de 2,7 points supérieur au taux d'inflation en France. D'ailleurs, le gouvernement français s'en félicite. Monsieur le maire claironne que le taux d'inflation en France est le plus bas de la zone euro. Mais comment se fait-il à ce moment-là, et c'est une question qu'il faudrait poser à monsieur le maire, que les marchés financiers demande comme rémunération à l'État français une rémunération de 1,7%, 1,7 points supérieure à ce que les marchés financiers demandent à l'Allemagne. Normalement, la logique voudrait que les taux d'intérêt demandés par les marchés financiers à la France fussent inférieurs à ceux demandés à l'Allemagne. C'est le contraire qui est vrai. Eh bien la raison, vous l'avez saisi, c'est justement ce troisième argument, c'est l'argument du risque de convertibilité. C'est-à-dire que les investisseurs craignent de voir leurs créances rendues dans une autre monnaie qui se serait beaucoup dépréciée. Le deuxième point qui est fondamental à comprendre pour comprendre la situation actuelle, c'est que les pays du sud de l'Europe souffrent de l'euro, alors que les pays du Nord, à commencer par l'Allemagne, en bénéficient. Et pourquoi donc ? Parce que l'euro a un taux de change par rapport au dollar sur les marchés internationaux qui se situe en dessous de ce que serait le taux de change du Deutschmark ou du florin néerlandais s'ils étaient des monnaies indépendantes et évoluant librement. Mais ce taux de change de l'euro par rapport au dollar est supérieur au taux de change
que la France, le franc, la drachme grecque, la lire italienne, les scudo portugais ou la peseta espagnole auraient, si elles étaient dans des monnaies évoluant librement. Dans la mesure où l'euro coûte moins cher sur les marchés internationaux que ce que coûterait le Deutschmark, ça veut dire que pendant des années, l'Allemagne a pu exporter de façon considérable et donc renforcer son économie, faire diminuer son chômage, développer son industrie, dégager les plus forts excédents commerciaux, même parfois supérieurs aux excédents commerciaux chinois. Je parle de la situation avant l'invasion russe de l'Ukraine qui est en train de modifier cet assemblage. Quant aux pays du sud de l'Europe, eh bien, eux, malheureusement pour eux, eh bien, le taux de change de l'euro est trop cher par rapport à la compétitivité intrinsèque de leur économie. Et donc, eux, ils accumulent les déficits commerciaux. Pour faire face à cela, les pays du sud de l'Europe se sont donc endettés massivement. Ils se sont d'autant plus endettés massivement qu'est intervenue la pandémie de Covid-19 et qui a fait que, par exemple, en France ou en Italie, il y a eu une gestion complètement délirante des finances publiques. Vous vous rappelez que Macron a dit que, quoi qu'il en coûte, on allait raser gratis. Macron, d'une façon écervelée en fait, a décidé qu'on allait mettre en confinement toute la population française pendant des semaines et des semaines et que c'est la princesse qui réglerait les... Et donc on a dépensé, Macron a fait augmenter la dette publique française de l'ordre de 400 milliards d'euros. L'Italie, c'est à peu près pareil. Il est notable d'ailleurs que la Suède, elle, ne l'a pas fait, n'a pas fait de confinement et n'a quasiment pas augmenté sa dette publique. Or, pourquoi est-ce que la France a-t-elle agi ainsi et l'Italie ? Bien tout simplement parce que c'est le théorème de Draghi d'il y a 10 ans, whatever it takes, quoi qu'il en coûte, eh bien on assurera la viabilité de l'euro. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Macron, en endettant la France, a su que finalement ça serait une espèce d'endettement général et qu'on ne lâcherait pas la France. Mais si on ne veut pas lâcher la France ou l'Italie, il faut donc que quelqu'un intervienne, puisqu'en augmentant de façon considérable la dette, les marchés financiers, normalement, devraient augmenter considérablement les taux d'intérêt demandés à la France et à l'Italie. Il y a donc une pression sur les marchés financiers pour obtenir des taux d'intérêt de plus en plus élevés de la part de la France, de l'Italie, qui sont surendettés. Et pour que ça ne soit pas insupportable aux finances publiques de ces États, Mario Draghi l'avait déjà expérimenté avec l'affaire grecque, whatever it takes. Il avait inventé ce système qui est ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif, le quantitative easing. Il s'est inspiré de ce qui se produisait aux États-Unis à la même période, sauf que les États-Unis d'Amérique ne fonctionnent pas du tout sur le même système que les États, les États de l'Union européenne et les États de la zone euro. Donc Mario Draghi a décidé que la Banque centrale européenne autoriserait par ce qu'on appelle l'eurosystème, c'est-à-dire le système européen des banques centrales de la zone euro, de racheter les créances émises par les États, non pas tout de suite, parce que c'est interdit par les traités européens interdisent justement à la Banque centrale européenne d'acheter les créances des États. Mais Mario Draghi a fait une combinazione à l'italienne, c'est-à-dire que lui, il s'est aperçu que la BCE pouvait, par l'intermédiaire de l'eurosystème, demander aux banques centrales nationales de racheter des créances nationales sur ce qu'on appelle le marché secondaire, c'est-à-dire une fois qu'un État a émis une obligation, cette obligation, elle vit sa vie, elle peut être échangée, vendue, rachetée, justement sur les marchés. On appelle ça le marché secondaire. Mario Draghi, en fait, est un peu un escroc. Mario Draghi, en fait, il n'a pas violé la lettre même du traité de Maastricht, mais il en a violé l'esprit, puisqu'il a finalement fait comprendre aux États impécunieux que l'eurosystème serait là pour, en fait, racheter les dettes, pour empêcher que les taux d'intérêt n'augmentent de façon délirante sur les pays du Sud, ce qui amènerait l'explosion de la zone euro. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Allemagne, les Pays-Bas, qui déjà étaient hostiles à ces mesures, le sont vent debout maintenant. Parce qu'ils savent que tout cet édifice de dette, s'il vient à s'effondrer,
risque de tomber sur ce que l'on appelle le prêteur en dernier ressort le plus solide, c'est-à-dire l'Allemagne. Et donc on se trouve devant cette situation qui est cornélienne, puisque par ailleurs, les rachats qui ont été faits de toutes ces dettes par la Banque centrale européenne ont augmenté la masse monétaire de la zone euro. Et là, c'est un phénomène monétaire qui a été élucidé par Milton Friedman, le père du monétarisme, qui a expliqué que l'inflation ne peut pas exister s'il y a une maîtrise de la masse monétaire. Et que l'inflation découle toujours d'une augmentation irraisonnée, irréfléchie, exubérante de la masse monétaire. C'est ce qui se passe dans la zone euro depuis Mario Draghi, depuis le Whatever It Takes d'il y a 10 ans de Mario Draghi, et surtout depuis 2 ans. Alors il ne faut pas chercher ailleurs la raison numéro 1 de l'inflation. Actuellement, on fait croire aux Français que l'inflation viendrait finalement de Poutine, qui porte décidément tous les péchés du monde, viendrait de la guerre en Ukraine, mais l'inflation a commencé avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça a commencé dès 2020-2021, notamment pour la consommation des ménages, parce que justement, la Banque centrale européenne, pour permettre en fait à la France ou à l'Italie de s'endetter de façon démentielle, a été obligée de racheter une partie de ses créances et donc de faire de la création monétaire. Et quand on augmente la création monétaire, ça produit de l'inflation. Pareil pour l'Italie. Alors, il faut savoir maintenant que face à l'inflation qui prend des proportions considérables, jusqu'à plus de 20% en Estonie, et qui en France est à 6% mais va augmenter lentement mais sûrement, maintenant, la Banque centrale européenne est confrontée à 2 contraintes contradictoires. La première contrainte, je le disais au début de cette émission, c'est la contrainte fixée par les traités européens. Il ne doit pas y avoir plus de 2% d'augmentation de l'inflation. L'inflation ne doit pas dépasser 2% en moyenne sur la zone euro. Je l'ai dit il y a quelques instants, on dépasse 20% en Estonie. On est aux alentours de 8% en Allemagne. On est aux alentours de 7% en Italie, de 6% en France. Ça veut dire qu'on est très au-dessus du plafond de 2%, qui est le seul objectif fixé par les traités européens de façon explicite à la Banque centrale européenne. Donc la Banque centrale européenne, normalement, devrait réagir. Et devrait réagir comment ? Bien, en augmentant les taux d'intérêt pour calmer la machine économique, pour ralentir la machine économique, pour faire baisser l'inflation. C'est la politique traditionnelle, la lutte contre l'inflation, on augmente les taux d'intérêt. Mais, si vous m'avez bien suivi, si l'on augmente les taux d'intérêt, ça va coûter horriblement cher à qui ? Aux pays du Sud, qui sont super endettés. Et si l'on augmente les taux d'intérêt et que ça pénalise les pays du Sud, on va voir quoi ? On va voir que les marchés financiers vont anticiper l'explosion de la zone euro et donc vont renforcer ce phénomène en exigeant des rendements encore plus supérieurs aux pays du Sud. Donc là, on touche du doigt quelque chose de... c'est l'opposé. C'est que si la Banque centrale européenne augmente ses taux d'intérêt, elle risque d'amener l'explosion de la zone euro très rapidement. Et là, on touche donc le deuxième objectif explicite, rendu explicite par Draghi, dont je parlais au début de cet entretien, c'est le fait que la Banque centrale européenne, même si ça n'est pas écrit dans les traités, doit veiller à ce que l'euro survive. Il y a donc une contradiction absolument essentielle, insurmontable, insoluble, entre d'une part la nécessité dans laquelle se trouve la BCE d'augmenter ses taux d'intérêt pour empêcher l'hyperinflation et respecter ce que l'obligation des traités, et d'autre part l'obligation de maintenir l'euro viable, empêcher son explosion, qui nécessite d'empêcher l'augmentation des taux d'intérêt, notamment pour les pays du sud de l'Europe. J'ai longtemps dit, et je le maintiens, que l'euro était trop cher pour l'économie française, ce qui est vrai. Donc normalement, je devrais me féliciter de la baisse de l'euro par rapport au dollar. Normalement, ça devrait faciliter les exportations françaises, limiter les importations, rétablir notre commerce extérieur, favoriser l'emploi.
C'est d'ailleurs ce qui s'était passé justement dans les années 2002, où l'on avait eu, pendant l'euro était tombé, je crois, aux alentours de 0,885 ou 88 dollars pour un euro. Donc l'euro valait moins cher qu'un dollar, et à cette époque, on avait une forte croissance, on avait une certaine croissance, commerce extérieur à peu près équilibré. Donc j'ai fait des conférences pour expliquer que normalement, si l'euro rebaisse, il était monté jusqu'à presque 1,6 en 2008, où là c'était devenu ingérable ni pour la France ni même pour l'Allemagne. Là, si on a un euro égal à un dollar, normalement ça devrait être une bouffée d'oxygène pour nos exportateurs, limiter nos importations, réduire notre déficit commercial. Oui, mais il y a des choses nouvelles qui se sont produites depuis que je fais mes conférences il y a 15 ans. La première chose nouvelle, c'est que depuis 15 ans, notre système industriel a continué à se vider de substance. On fabrique de moins en moins de choses en France. Donc de ce point de vue-là, si l'euro baisse, on ne peut pas vendre ce qu'on ne fabrique pas de toute façon. Donc ça, c'est un handicap numéro 1. Deuxième handicap, c'est que ce qu'il faut savoir, tout le monde le sait, c'est que nous avons pris des mesures de sanctions à l'égard d'un nombre de pays. Ça, c'est merci l'Union européenne. On sanctionne le Venezuela, on sanctionne Cuba, on sanctionne l'Iran, on sanctionne l'Afghanistan, on sanctionne la Russie. Alors il y a des pays, marché afghan, on s'en fiche. Mais la Russie, c'est un très gros pays, notamment pour justement toute une série de productions françaises. Par exemple, je ne sais pas, des pièces détachées pour envoyer à l'usine de Renault, qui d'ailleurs a été fermée. Enfin, Renault a été sommé de vendre pour un rouble symbolique son implantation à Togliatti. Il faut savoir que la France vend du parfum, des cosmétiques, des produits de luxe, de la mode, du champagne, du cognac, etc. à la Russie. On s'interdit de le vendre. Donc que l'euro baisse n'a plus d'intérêt puisque de toute façon on ne les vend plus. Et puis le troisième phénomène, c'est également à cause des sanctions. Vous savez que les sanctions, en fait, ne sanctionnent pas la Russie mais sanctionnent les pays de l'Union européenne puisque on a un tel besoin collectif de pétrole et de gaz et que ces besoins naturellement trouvent leur origine en Russie, que notamment l'Allemagne est obligée, tous les pays d'Europe sont obligés d'acheter par des nuits sans lune, comme ça, avec un loup sur le nez, du pétrole ou du gaz russe, transitant par la Turquie, par l'Iran, par l'Arabie saoudite, etc., ou par l'Inde, pour faire semblant qu'on n'achète pas la Russie. Le résultat des courses, c'est qu'en fait, on acquiert des hydrocarbures russes, mais en payant des notes particulièrement salées, parce qu'il faut payer les intermédiaires saoudiens, indiens ou turcs. Normalement, un euro plus faible devrait favoriser la France, mais en l'espèce, compte tenu de la conjoncture épouvantable dans laquelle Macron, notre Mozart de la finance, nous a placés, on est dans une situation qui est extraordinairement mauvaise. Alors la Banque centrale européenne, face à tout ça, a décidé aujourd'hui, 21 juillet 2022, de finalement augmenter quand même un peu les taux d'intérêt. Alors il y a 3 taux d'intérêt, je n'entre pas dans les détails, mais dans les 3, elle les a, selon le refinancement des banques, etc., elle les a augmentés de 0,50%. 50 points de base, comme disent les financiers. C'est une petite surprise parce que sur la planète financière, on s'attendait à 25 points de base. Donc c'est une petite surprise qui va redonner quelques couleurs, sans doute pendant quelques jours, à l'euro. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas du tout dans la mesure de lutter contre une inflation à 2 chiffres, comme on le constate dans un certain nombre de pays, et même à des chiffres qui dépassent 20%, je l'ai dit tout à l'heure, dans les pays baltes. Donc ça veut dire que la Banque centrale européenne a pris, encore une fois, une cote mal taillée. Mais comment peut-elle faire autrement ? Dans la mesure où les intérêts des uns et des autres sont tellement opposés. L'intérêt de la France, l'intérêt de l'Italie n'est pas qu'on augmente considérablement les taux d'intérêt, sinon on va être saigné aux 80. Je ne serais pas complet dans l'ensemble de cette présentation si je n'ajoutais pas un autre drame concernant l'euro. L'autre drame, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, depuis la crise des subprimes, puis de la crise en Grèce, les marchés financiers ont compris qu'on s'était moqué d'eux.
Ils ont compris ce que beaucoup de Français n'ont toujours pas compris, mais c'est normal parce que le grand public n'est pas censé forcément connaître le détail. Mais normalement, les journalistes politiques, les responsables politiques devraient s'exprimer sur ces questions. J'ai été le seul pendant des mois et des mois à dire que la crise de l'euro nous pendait au nez. Au début du mois de janvier de cette année, le journal Le Monde a dit que l'euro, ça n'est plus un sujet politique, alors que c'est le sujet le plus important de la politique française avec notre appartenance à l'Union européenne. Les Français ont voté pour l'élection présidentielle et les législatives sans qu'il y ait le moindre débat sur notre appartenance à l'Union européenne et ses conséquences, sur l'appartenance à l'euro et ses conséquences. Donc nous sommes dans une situation qui est inextricable. Inextricable parce que c'est qu'à partir donc de la crise des subprimes, de la crise en Grèce, les marchés financiers ayant compris qu'on s'était moqué d'eux, qu'en fait c'était pas une monnaie unique, mais que c'était en fait une collection de monnaies homonymes ayant le même nom, étant reliées par ce que les financiers appellent un PEG, c'est-à-dire un lien de 1 pour 1, mais étant en fait des créances tout à fait différentes sur les banques centrales nationales différentes, les financiers ont compris que tout ceci pouvait exploser. Mais à partir de ce moment-là, eh bien, ils ont compris qu'on s'était moqué d'eux, que le narratif officiel sur la monnaie unique ne tenait pas la route, et donc il y a eu une défiance qui est apparue. Une défiance et le taux de 1 pour 1 de change entre les différentes monnaies des différents pays de la zone euro présente une faiblesse congénitale. Cette faiblesse congénitale, c'est que dans toute l'histoire des marchés financiers, tous les marchés financiers ont toujours testé, comme on dit, les PEG. C'est-à-dire testé pour voir le taux de résistance. C'est donc contre ça que s'était battu justement Mario Draghi en disant que quel que soit le coût, whatever it takes, la Banque centrale européenne rachèterait des obligations des pays du Sud. Et je l'ai dit tout à l'heure, les pays du Nord maintenant ne veulent plus de cette affaire. Donc on est dans une situation qui est dramatique parce que les marchés financiers n'ont pas confiance dans l'euro. Mais comme si ça ne suffisait pas, l'Union européenne a renforcé encore la défiance à l'égard de l'euro. Pourquoi ? Bien parce que la procédure Draghi a montré que les États de la zone euro ne respectaient pas leurs propres traités. Les marchés financiers le savent. Ils savent que des gens qui ne respectent pas leurs propres traités, on ne peut pas leur faire confiance. Mais comme si ça ne suffisait pas, il est arrivé l'affaire de l'Ukraine, et vous avez vu que l'euro, la zone euro, a décidé de saisir, de voler en fait, les sommes entreposées par la Russie dans la zone euro. C'est du vol. On a beau présenter les choses comme on veut, c'est des sanctions contre ci, contre ça, c'est du vol. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le monde occidental, je l'ai dit dans d'autres vidéos, est de plus en plus isolé. Je veux savoir, c'est que les banquiers, vus de São Paulo au Brésil, vus de Johannesburg en Afrique du Sud, vus de la bourse de Bombay en Inde, vus de Singapour, vus de la bourse de Shanghai, vus de Taïwan, vus de l'Iran, vus de la Turquie, dans l'ensemble du monde hors Occident, on a compris que l'Occident ne tient même pas ses engagements juridiques les plus fondamentaux, surtout pour des pays qui prétendent être des États de droit, respectant le capitalisme, le libéralisme, etc. Il y a une atteinte au droit de propriété sur les dépôts russes dans la zone euro. Alors, bien sûr, on a pu le faire. Certains esprits écervelés ont pu s'en féliciter en disant c'est bien, un bon coup pour les Russes. Oui, mais il y a toujours une sanction. C'est le Bouddha, je crois, qui dit que tous les actes, qu'ils soient bons ou mauvais, finissent toujours par être sanctionnés comme il convient. On alourdit ou on allège son karma, diraient les Indiens. Eh bien, vis-à-vis des marchés financiers, la zone euro n'est plus une zone fiable, c'est une zone dangereuse sur laquelle il ne faut pas aller. Méditez ça et, si possible,
Allez vous documenter sur toutes nos analyses, faites-la connaître autour de vous, exigez un vrai débat et lors des prochaines élections nationales qui arriveront, ayez enfin la lucidité de voter pour celui qui ne s'est jamais trompé depuis 15 ans, c'est-à-dire l'Union populaire républicaine. Et si vous me le permettez moi-même, je suis fier de pouvoir vous dire que vous pouvez aller regarder tout ce que j'ai pu dire et écrire depuis 15 ans, qui est confirmé ce soir par les événements. Vive la République et vive la France.